Alors j'ai mis la photo d'un de mes collègues, j'espérais qu'il viendrait ce soir parce qu'il est là et on travaille d'arrache-pied en ce moment. Il s'appelle Ojelankin Guanyama. Il est professeur à l'université de Toronto. C'est un très grand méthodologue et en plus très très fin connaisseur de ce qu'on appelle la théorie sociale critique, une forme, disons, de philosophie morale et politique qui nous vient de ce qu'on appelle en philosophie l'école de Francfort. Je citerai peut-être quelques philosophes qui en font partie. Donc il connaît bien cette branche de la philosophie. Il a étudié d'ailleurs avec des philosophes dans sa formation doctorale et il est informaticien enfin il a un PhD en informatique. Pour entrer dans le sujet, quelque chose qui est très simple, c'est que on est, j'allais dire, saoulé, on peut le dire. On est saoulé de messages qui nous disent que ben voilà, il faut absolument adopter les nouvelles innovations numériques. Alors peut-être pas tout de suite, on attend un peu, mais enfin il va falloir y passer. C'est inévitable, sinon on est des ludites. Nous sommes des retardés de la technologie. Que c'est l'innovation, il y a une espèce de mantra de l'innovation. Sans l'innovation, on va pas s'en sortir. Et l'innovation, c'est forcément l'innovation technologique. Et parmi les innovations technologiques de pointe, aujourd'hui, il n'y en a pas 36. Notamment, il y a la famille, justement, de tout ce qui est numérique. Et alors, c'est pas juste d'adopter pour innover, c'est qu'il va falloir... On parle beaucoup de transformation numérique, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir modifier toutes nos pratiques autour du numérique. C'est pas juste on adopte un outil et puis on continue à faire un peu mieux parce que cet outil va, par exemple, un peu plus vite, mais on fait exactement comme on faisait avant. Donc là, ça serait pas trop coûteux de s'adapter à ça. Non, il va falloir vraiment transformer notre façon de travailler, de penser, d'aimer, de se relier aux autres. C'est toute la transformation finalement de la vie. Il n'y a plus un pan de la vie qui échapperait à cette injonction d'adoption, mais aussi de transformation numérique. Donc ça va très très loin. Et c'est en ça, si c'est vrai, qu'on pourrait parler du coup de changement peut-être, pourquoi pas, civilisationnel, s'il faut prendre des grands mots, et certains, y compris des philosophes, ont défendu cette idée-là. Donc je ne suis pas un illuminé en disant ça. Donc une transformation d'une organisation, d'une société, du travail, c'est un bouleversement de la structure profonde de celui-ci. Alors même si, bien sûr, il y a des tas de, par exemple, de consultants qui ont voulu utiliser le mot, puisque ça se vend, transformation, on va dire c'est de la transformation, et pour eux, ça n'est qu'un synonyme de changement, donc ça ne veut rien dire de spécifique. C'est juste pour vendre. Mais, en fait, quand on dit transformation, il y a cette idée quand même, on va dire, de métamorphose, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment changer, en profondeur. Alors la question, c'est qui transforme derrière et quel est l'intérêt de cette transformation. Eh ben, on ne peut pas s'empêcher, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'observer que, en parallèle de la montée de tout ce discours, il y a une montée brutale des géants du numérique. Ah, je vous ai mis quelques statistiques, j'ai pas été regarder des statistiques plus récentes, mais on voit bien que, vous voyez, en bleu c'est janvier 2010, en rouge c'est 2020 et en vert c'est 2021. Il y a une croissance absolument extraordinaire de la capitalisation boursière de ces sociétés. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la bourse, c'est-à-dire du capital sur les marchés financiers. Et ça va leur donner du coup les moyens et un poids extraordinaire aussi pour financer des investissements, alors des investissements technologiques, de la R&D, de la recherche et développement dans le domaine du numérique, mais aussi, par exemple, des dépenses marketing pour promouvoir leur affaire de façon aussi énorme, avec des moyens disproportionnés. Et quand on finit par... ensuite, c'est du lavage de cerveau, on vous envoie des tas de signaux comme quoi
la technologie, ce qu'on vient d'inventer, c'est absolument supérieur et ça permet de faire ceci ou cela et on finit par y croire. Si vous voulez, ça vous finit par vous pénétrer dans le cerveau. Donc, il y a ce phénomène-là qui est assez extraordinaire. Alors j'en viens maintenant on va rentrer dans le sérieux et ma conférence sera plus conceptuelle. J'espère que ça va pas trop vous décevoir. J'essaierai d'employer aussi quelques illustrations sur ce qu'on peut dire des cas. Il y a quelqu'un qui a attiré l'attention quand même fondamentalement sur ce phénomène et qui n'est pas passé inaperçu dans les librairies en tout cas. C'est Shoshana Zuboff. Shoshana Zuboff, c'est une professeure de l'université de Harvard, alors qui est émérite, qui a quitté sa casquette de professeur depuis je pense depuis à peu près 15 ou 20 ans, mais elle a été professeure à Harvard, et elle a sorti, en fait, elle écrit pas beaucoup d'articles, comme la plupart des scientifiques dans nos domaines, mais elle écrit des livres. Et son dernier livre, c'est un livre qui s'intitule « Le capitalisme de surveillance ». Et elle raconte dans ce livre sur le capitalisme de surveillance l'histoire de Google et comment Google et les autres accumulent des richesses. Et comment ils font? Eh bien, elle montre que c'est à partir de l'accumulation des données sur nos comportements, des données numériques sur nos comportements, et qu'ils le font d'une certaine façon en s'abstenant d'obtenir ce qu'on appellerait en droit notre libre consentement, et sur des lacunes du droit, et avec les technologies de ce qu'on appelle le big data, ou plus précisément le big data analytics. Alors il y a beaucoup de choses en informatique qu'on traduit même plus en français, on ne sait pas trop comment on traduirait en français. Mais disons que pour votre compréhension toute simple, on pourrait dire que Big Data Analytics, c'est littéralement l'analyse, et on va voir que c'est l'analyse avec l'intelligence artificielle, des technologies d'intelligence artificielle, de données massives, de données énormes, sous des formes très diverses. C'est ça qu'on appelle le Big Data, des données qui peuvent être des données d'images, vidéos, fixes, des données alphanumériques, des données pas très organisées, on va les pêcher ici ou là, mais qu'on capte, avec toutes sortes de capteurs, des capteurs physiques, des enregistrements, vos échanges par mail sur les réseaux, le contenu de vos ordinateurs, enfin, tout ce qu'on peut trouver pour capter le plus possible de données sur vous et vos comportements. C'est ça la clé. Parce que plus on en a, plus on est capable de vous caractériser, évidemment, même si c'est pas jusqu'au bout, heureusement, et du coup, d'en tirer des offres qu'on va pouvoir vous proposer, même si vous ne l'avez pas demandé, pour vous vendre des choses, ou même sans vendre des choses, on va, ce qui est beaucoup plus indirect et insidieux, ces géants du numérique vont vendre ces données à d'autres, qui eux ont un intérêt très particulier pour vous vendre des choses. Donc à la limite, eux, ils se mouillent pas trop, ils vous piquent vos données, ils les revendent aux autres, où ils font de la publicité avec ça, et ils gagnent énormément d'argent. Hein, les revenus, pour Google, c'est essentiellement des revenus publicitaires. Alors, ça c'est un point d'entrée qui est très très important, parce que son bouquin, c'est pas 10 000 exemplaires ou 50 000 exemplaires, elle l'a vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde. Et c'est un bouquin de 700 pages, qui est quand même très costaud, il y a beaucoup d'érudition là-dedans. Si on n'a pas fait un peu d'études, on a du mal à comprendre tout ce qu'elle raconte. Et néanmoins, il y a 3 millions de gens qui l'ont acheté. C'est vous dire que c'est un grand succès. Elle est en train, j'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois dans ma vie, de discuter bien avec elle la dernière fois. Elle est en train de faire un documentaire, une vidéo pour maintenant expliquer les choses, parce que ça passe encore mieux par les vidéos, sans qu'on ait besoin de lire un bouquin de 500 pages. Et elle s'est dit, si ça se vend à 3 millions d'exemplaires, un bouquin de 500 pages, maintenant j'en fais un de 100 pages, ça devrait être, c'est peut-être 3 milliards de gens que je vais toucher. Alors ces pratiques de big data,
ce sont souvent des pratiques séductrices, j'emploierai aussi le terme de manipulation tout à l'heure, et ce qu'il faut voir, c'est que si elles sont très rentables pour les offreurs de technologie, les géants du numérique qui les pratiquent, pour la société et pour les individus, elles ont plein d'effets négatifs en fait. Donc c'est ça contre laquelle on peut s'insurger. Après tout, que les gens fassent des profits, que les entreprises fassent des profits, on vit dans un système capitaliste, sauf que là on explose absolument tout ce qu'on connaît jusqu'ici comme profit, et en fait, en balance, eh bien, il y a tous les effets négatifs que ça crée dans la société. Donc c'est quand même gênant. Alors, quand je parle de pratique de big data, je dis que c'est la conjonction de 3 phénomènes. D'une part, et on va y revenir beaucoup, c'est la data, ce qu'on appelle, en français c'est pas beau, le professeur de philosophie que j'ai en face de moi va dire quand même, ils sont très vulgaires, mais on parle de datafication des individus. C'est passé dans le langage en français, dans notre discipline en tout cas. Et c'est quoi ? C'est en fait, c'est un processus de création de sens qui permet justement d'aller jusqu'à éventuellement la définition des individus ou des caractéristiques des individus à partir de leurs traces numériques, de toutes les traces numériques qu'on laisse, parce que c'est toujours dans des serveurs. Une fois que vous avez parlé, souvent c'est dans des serveurs, c'est quelque part. Et cette datafication, comme je l'ai déjà dit, elle se fait au bénéfice des géants de la technologie. Mais cette datafication, elle suppose évidemment qu'on ait accès aux données, c'est-à-dire qu'il y ait des infrastructures au-delà des terminaux, puisque nous parlons à travers des interfaces, des terminaux, des capteurs. Eh bien, il faut qu'il y ait des infrastructures derrière qui soient, plus on va capter ces comportements et ces traces en permanence, en continu, mieux on va pouvoir caractériser les comportements, parce que ça sera des choses un petit peu en temps réel dont on va parler. Donc ça, c'est très important, et si possible, donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, tous la mémoire qui nous servait pour utiliser les ordinateurs était sur nos ordinateurs, comme sur mon laptop, mon ordinateur portable, pardon, et j'utilisais des programmes qui sont dessus. Aujourd'hui, on travaille avec comme on dit, l'informatique en nuage, le cloud, c'est-à-dire qu'en fait, les données et surtout les programmes qui font tourner, par lesquels on peut utiliser ces données pour faire des choses, sont en fait déportés dans des serveurs qui sont dans les infrastructures. On dit que c'est l'informatique en nuage, le cloud. Et ça, c'est important parce que si l'informatique, elle est maintenant construite avec des architectures comme ça veut dire que les gens ne peuvent pas utiliser leur ordinateur pour faire des choses intéressantes sans être en permanence connectés. C'est-à-dire quand ils utilisent, je ne dis pas qu'ils sont connectés tout le temps, mais que quand ils utilisent leur ordinateur, l'ordinateur, il est connecté à une infrastructure qui fait que du coup, le traçage des données, il est continu. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Hein ? D'accord. J'aime bien quand vous faites ça, parce que ça veut dire... Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, une deuxième condition qui est importante. Et puis après, il y a comment on traite ces données qui ont été captées. Eh bien, il a fallu les progrès de la puissance de calcul aujourd'hui et des techniques d'intelligence artificielle pour, je dirais, aller plus loin dans le traitement des données. Je ne vais pas rentrer dans un cours sur comment on traite les données en IA, mais c'est important. Et vous voyez, comme j'ai dit à gauche, on parle de machine learning. En français, c'est l'apprentissage automatique, et d'où dérivent des tas d'autres techniques plus spécialisées d'intelligence artificielle. Mais rien qu'avec ça, on va pouvoir, ces 3 composants-là, l'apprentissage automatique, les données qui sont en fait accessibles en continu dès qu'on utilise quelque chose, et puis ce principe qui est qu'on va chercher à saisir tout ce que font les gens
dès qu'ils font quelque chose avec un outil informatique ou télécom, eh bien, on va saisir, du coup, tous ces comportements numériques vont être saisis et vont pouvoir être analysés par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce que j'appelle les big data. Et pourquoi les big data? Parce que les données ou la datafication des individus, elle va utiliser des tas de choses. C'est pas juste ce qu'on a écrit ou des programmes informatiques, c'est la voix. Si ma voix est enregistrée, c'est pour ça que maintenant je fais attention, il y a une captation, oui, mais ce que je dis va se retrouver, si je dis, ben voilà, c'est diffusé, ben après, on perd le contrôle de ça. Hein. Et il faut faire attention, on a des messages, ne laissez pas l'image de votre visage, ne laissez pas l'empreinte de votre voix. Pourquoi? Parce que ce sont les signaux les plus précis qui vous identifient. Et aujourd'hui, bah, par exemple, un des risques, il y en a plein d'autres, et un des risques, c'est le détournement d'identité, la duplication d'identité. Et quand vous avez un problème comme ça, bah, vous avez un sacré problème sur les bras. Donc il faut faire attention. Les conférenciers sont un peu exposés. Et donc, ces pratiques de big data, elles vont impacter, je l'ai dit, négativement les individus et la société, mais pour qu'elles prennent, qu'elles démarrent, qu'elles soient vraiment, qu'elles se généralisent, ces pratiques de big data, et qu'on n'en fasse pas un problème a priori, sinon c'est mauvais pour la stratégie de ces GAFAM, eh bien on les présente comme essentielles pour régler des problèmes de société. Voilà, alors le crime, la santé, l'éducation, vous voyez, le dernier sujet, c'est Capgemini, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité hier ou aujourd'hui, Capgemini qui a un contrat avec la sécurité intérieure des États-Unis et qui, finalement, bah, il est payé pourquoi? Bah, pour traquer les gens. Qu'est-ce qu'il emploie pour faire ça? C'est des technologies de big data, ni plus ni moins. Mais on dit, on va régler le crime. Ben, vous voyez, le crime en ce moment, assassiner un pauvre infirmier qui faisait juste que manifester. Et en fait, ces pratiques de big data qu'on présente comme salutaires vont précipiter, c'est notre thèse là, une forme d'enfermement cognitif dans une prison. Alors certes, elle est ouverte, hein, c'est une prison virtuelle, une prison ouverte qui va nous causer des tas de problèmes. Alors, quand je dis enfermement, si je donne une définition, là je l'ai souligné en jaune, c'est un conditionnement psychosociologique de notre rapport à la réalité qui diminue en fait nos capacités cognitives et épistémiques, c'est-à-dire sur la façon dont on construit des connaissances, à la comprendre et à la respecter. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre la réalité de façon vraiment, je dirais, avec la distance nécessaire, si on subit et on participe aussi, on va le voir, à cet enfermement cognitif. Alors du coup, si on subit cet enfermement cognitif, ben on va avoir un usage, du coup, peu ou pas réfléchi, des technologies numériques du quotidien, et cet usage va limiter la rationalité des choix. On est enfermé dans des pratiques sociales d'exploitation, à notre insu, nous sommes exploités et on participe à l'exploitation de tout le monde. Donc on participe pas seulement à sa propre exploitation, mais à l'exploitation des autres, par d'autres. Mais la question, c'est évidemment comment les pratiques de big data, rentrons un peu plus dans le détail, contribuent à l'enfermement numérique et pourquoi c'est difficile de le reconnaître et d'y échapper. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on sait. On a toujours retenu que, il ne faut pas donner son numéro de carte bancaire à n'importe qui, etc. Bon, on sait ça. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, on tend de plus en plus à être enfermé dans par les big data et l'intelligence artificielle. Alors, il y a eu les chercheurs ont beaucoup écrit sur le fait que d'abord, il y avait la technologie, effectivement, elle avait souvent comme elle est liée à l'innovation, elle émerge, elle crée des pratiques dans la société qu'on ne peut pas tout de suite contrôler, donc ça c'est un peu normal. On va dire qu'il n'y a pas non plus de forme de déterminisme technologique, c'est-à-dire que la technologie, on ne peut pas la peindre de toute façon tout en blanc ou tout en noir, il y a toujours des choses bien et des choses moins bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question c'est aussi un petit peu la balance
si on était utilitariste. Et il y a eu des tas de travaux qui déjà rejettent ce déterminisme technologique. Cependant, ces travaux, c'est notre thèse, ne sont pas assez critiques pour remettre en question les structures de pouvoir actuelles et la façon dont nous y participons et nous interagissons avec elles. Et ça, c'est problématique. Et ça nous invite à une posture critique un peu plus forte que juste de dire « ça dépend, on peut étudier telle ou telle configuration et on va voir si là, c'est pas mieux que là ». Ce qui était un petit peu ce qu'on faisait avec les autres approches. Alors il y a bien sûr des discours émergents là-dessus, sur les pratiques de Big Data, qui disent que ça mine la liberté et la dignité humaine. Là, par exemple, quand Schick Koeckelberg, c'est un philosophe de la technologie, et qu'il y a effectivement, on observe bien qu'il y a une compétition féroce entre entreprises de numérique, les GAFAM et les autres, parce qu'il y en a plein d'autres, beaucoup plus petits et moins connus, mais c'est tout un écosystème, qui cherchent justement à accumuler et à transformer les datas en capital, et que ça conduit effectivement à des pratiques d'exploitation avec de graves conséquences pour les individus. Alors, pour vous donner quelques idées, il y a par exemple ce qu'on appelle des effets de réseau. Alors, on parle souvent dans la littérature des effets de réseau positifs. Par exemple, le téléphone, c'est mieux s'il y a plus d'utilisateurs du téléphone, parce que du coup, mon utilité, quand je vais pouvoir téléphoner, je vais pouvoir joindre plus de personnes. S'il y a plus d'utilisateurs du téléphone ou de tel ou tel réseau, alors maintenant ils sont, comme on dit, interopérables, c'est-à-dire que si je suis chez SFR, je peux appeler quelqu'un qui est chez Bouygues, etc. Mais en tout cas, plus il y a d'abonnés, plus mon utilité est grande, parce que je sais que je pourrai toujours joindre quelqu'un. Et en cas de problème, ou en cas pour une opportunité, ça va être bien. Mais là, ce qu'on va montrer, c'est qu'il y a aussi des effets de réseau qui portent sur les données, donc on appelle les effets de réseau de données, qui en fait sont négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, avec les statistiques, on va pouvoir, par exemple, lorsque quelqu'un ou des gens décident de partager leurs informations personnelles, ça peut permettre à ceux qui contrôlent ces données et qui peuvent les analyser, d'en déduire qui ou ce qu'une autre personne fait et d'en faire le profil, ce qu'on appelle le profilage. Et du coup de la cibler, soit pour lui vendre des choses, alors vous allez me dire c'est pas affreux ça, sauf qu'on est pollué par, regardez combien de fois vous êtes appelés en ce moment pour ceux les énergéticiens qui veulent vous vendre du photovoltaïque ou autre chose. Bon, moi j'en ai ma claque de ça, mais c'est pareil avec les réseaux. Vous allez recevoir des mails dont vous n'avez absolument... C'est de la pollution, comme le dit une collègue. Donc, voilà, il y a des effets négatifs, même si ces effets, bien sûr, ils créent de la valeur pour les offreurs de services, parce qu'eux, ils en tirent un profit. Plus spécifiquement, pour ceux qui parlent d'éthique, parce que justement, dès qu'on voit qu'il y a des problèmes, on se dit qu'il faudrait être un peu éthique. Et donc, il y a plein de recherches qui portent sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et il y a des gens, par exemple, qui vont parler, parce que c'est parlant de parler de pollution, tout le monde sait ce que c'est que la pollution, mais on peut parler de pollution algorithmique. Ces intelligences artificielles, non seulement elles vont aider à démultiplier des messages publicitaires qui font qu'en fait, ils vous arrivent par des robots. Ce sont des robots électroniques, numériques, qui envoient ces messages. Donc vous ne pouvez pas dire arrête, comme si c'était quelqu'un, par exemple, sur un centre d'appel, une personne qui est employée sur ce centre d'appel et qui vous appelle régulièrement au téléphone. Il y a un moment, vous pouvez dire une fois, deux fois, puis ça suffit, arrêtez de m'appeler. Là, ça ne servira à rien parce que c'est des voix humaines, mais préenregistrées automatiquement, et c'est des envois automatiques. On est dans l'usage de l'intelligence artificielle. Donc c'est une pollution algorithmique. On a programmé des machines pour vous envoyer des messages répétés à telle heure, parce qu'on sait qu'à telle heure vous serez chez vous, etc. etc. Donc c'est vraiment odieux. Là d'ailleurs, il y a un projet de loi pour interdire ça par le téléphone qui devrait passer cette année en France.
Il y a, d'un autre côté, il y a aussi des choses intéressantes. Par exemple, on a des travaux sur des assistants comme ChatGPT, mais beaucoup plus spécialisés, qui pourraient être conçus d'une certaine façon pour émanciper les utilisateurs, qui donc vont avoir des propriétés spécifiques pour que justement ça libère plutôt que ça vous aliène, si on prend le langage un petit peu de la philosophie critique. On note dans les travaux aussi, en même temps, des manques. Par exemple, on sait très bien qu'il y a des tas d'effets négatifs sur l'écologie, mais ces effets négatifs sur l'écologie, ils ne sont pas assez traités scientifiquement. Les médias en parlent pas mal, mais scientifiquement, c'est quelque chose qu'on ne traite pas assez. Alors, ce que je voudrais dire aussi qui est important quand on parle de Big Data, c'est que ces analyses, elles vont donner des représentations. Et ces représentations de la réalité sont renvoyées aux utilisateurs, mais ce ne sont que des représentations. Elles sont très partielles, souvent. Elles façonnent néanmoins notre compréhension du monde, mais c'est une compréhension souvent complètement biaisée de la réalité. Mais on finit par la prendre pour la réalité, parce que c'est ça qui est dominant. C'est ce que j'ai dit, j'ai essayé de dire quand je dis elles façonnent la compréhension des phénomènes qu'elles sont censées décrire, donc on devrait avoir une description très, disons, avec beaucoup de recul et en disant attention, ça n'est qu'une partie de la réalité parce que ça et ça ne sont pas pris en compte, mais ça on vous le dit jamais. Et on finit par croire que c'est toute la réalité qu'on a dans ces représentations numériques. Donc ces pratiques de big data, elles sont avant tout politiques. Ce sont des faits politiques, elles sont liées à des valeurs, souvent une valeur d'efficience. Il faut aller plus vite, il faut que ça coûte moins cher, et des valeurs de contrôle. On veut contrôler aussi les populations. Songez au crédit social, par exemple, en Chine. Alors, je parlerai dans la suite un tout petit peu de People Analytics. Alors, on pourrait dire ça, c'est l'analyse des comportements, l'analyse des ressources humaines. Vous savez que dans les entreprises, on dit que les gens qui travaillent dans cette entreprise, ce sont les ressources humaines dans l'entreprise. Eh bien, on peut aussi analyser leur comportement. Et les responsables des ressources humaines et les directions générales achètent des outils qui sont des outils d'intelligence artificielle qui analysent les comportements aussi. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les GAFAM qui font ça. Il y a Microsoft qui vend ce genre d'outils et qui le vend à des entreprises qui elles-mêmes vont appliquer ça à leurs employés. Donc c'est de la surveillance des employés dans tout ce qu'ils font, sans que, en même temps, les représentations qui sont données par ces outils et cette surveillance soient tout à fait justes. Elles captent une partie des comportements de façon numérique et sans nécessairement, je dirais, prendre toutes les précautions d'usage qu'il faudrait de façon éthique et créer de nouveaux risques pour les employés et les organisations, j'y reviendrai. Alors, moi j'ai voulu, c'était mon projet pour l'IUF, essayer de comprendre cet enfermement. Et pour le comprendre d'un point de vue un peu plus philosophique, parce que tout ce que je vous ai dit, j'ai essayé de récapituler des choses qu'on sait d'après les médias. Pour caractériser ces phénomènes, je pense qu'on peut utiliser les concepts d'un philosophe qui s'appelle Heidegger et qui, en français, est traduit, c'est compliqué de traduire Heidegger, qui est en allemand, il a été traduit en anglais et en français, et moi j'ai lu essentiellement les versions françaises et anglaises de ses œuvres, et en particulier de la principale source que j'utilise ici, qui est sur la question de la technologie. Et d'autres, je dirais, commentaires ou conférences qu'il a fait à la suite. On a utilisé aussi les travaux de Marcuse, qui a été l'égérie de mai 68, et de la fable de Faust, qui a été pour la première fois créée par Marlowe et reprise par Goethe ensuite. Donc je vais en parler un petit peu. Et à partir de ça,
C'est en fait deux œuvres, hein, The Question Concerning Technology, donc les essais de Martin Heidegger, et c'est 3 notions, l'enfermement digital, l'arraisonnement et la fausse conscience, et les marchandages faustiens, pour comprendre la logique de ce système et pourquoi il est difficile d'en sortir. Alors, Heidegger, il voit ce qu'on peut appeler l'arraisonnement. Alors, arraisonnement, on pourrait discuter beaucoup de ce que veut dire arraisonnement. Hein. On arraisonne un navire, on l'arrête, on s'arrête sur une image, et puis en même temps, c'est sans la raison. On pourrait retenir ces 2 termes. En anglais, on va traduire ça par enframing, on pourrait dire aussi un cadrage. C'est une condition psychosociologique qui résulte en fait d'une relation non critique et idéologique avec la technologie. J'ai décidé que de toute façon, la technologie, c'était le progrès, par exemple, typiquement. Et cette idéologie de la technologie, elle nourrit des schémas routiniers de pensée et d'action qui forment une espèce d'habitus digital, si on prend un langage savant, qui veut dire en fait une collection de modèles mentaux à partir desquels on imagine et on appréhende les potentialités de la technologie dans nos sociétés. Qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et cet habitus digital va nourrir une rationalité de la technologie et un système de pensée et de pratique qui va privilégier justement une représentation technologique du monde social. C'est-à-dire qu'en fait, le monde social, il n'existe plus en dehors de sa représentation technologique. C'est-à-dire, vous, chacun nous qui sommes dans cette salle, nous ne comptons plus que par la façon dont la technologie nous saisit et nous représente, par exemple, à partir de notre race ou de notre profil. Je suis, Franz Röhm, en fait, je suis mon profil sur LinkedIn, ou un autre réseau, une technologie en tout cas numérique. Et cet ensemble d'idéologies, d'habitus, de rationalité technologique du monde social va nous nourrir et soutenir ce que on appelle, ce que Marcuse appelle la fausse conscience, que la technologie, et Heidegger aussi, est la destinée de notre époque. Donc c'est inévitable, c'est un cours inévitable et inaltérable de l'humanité. Ça n'est rien de plus que des moyens pour réaliser les fins que nous désirons. Et puisque nous l'avons inventé, eh bien nous sommes ses maîtres et on va la mener par le bout du nez. Donc on maîtrise, c'est cette idée qu'on maîtrise complètement la technologie, alors qu'on sait, d'après les études même de gens moins critiques que ceux auxquels je fais référence ici, que en fait, il y a des formes, il y a des comportements émergents, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a des conséquences inattendues de la fabrication d'une technologie. Au début, par exemple, quand il a écrit sur la question de la technologie, Heidegger, je pense qu'il a écrit en 1954, il ne pensait pas du tout au numérique. On le mobilise pour le numérique, mais il pensait peut-être beaucoup plus au nucléaire, et donc à des dangers énorme de la technologie, et jusqu'ici, heureusement, le nucléaire, on n'a pas vu, je dirais, la grande catastrophe à laquelle tout le monde pensait quand on pensait à la dissuasion nucléaire et à la guerre froide, par exemple. Donc, on a l'impression, on n'a pas un rapport juste à la technologie. Pour dire les choses beaucoup plus simplement, ce que nous disent Heidegger et Marcuse. Donc on en a finalement une fausse conscience. On a une fausse conscience de la technologie, et du coup ça nous empêche d'appréhender de façon critique les dangers potentiels. On voit typiquement ses bénéfices à court terme. Ça oui, alors pour le numérique ça marche très très bien, on voit tout de suite ce qu'on peut faire, des choses qui nous semblent être bonnes, parce que très vite, on peut avoir tel ou tel usage. Vous voyez, vous avez connu peut-être le Minitel, le fax, et puis maintenant Internet. On se dit c'est quand même plus pratique. À chaque fois, on gagne, disons, en praticité,
c'est plus facile d'envoyer un message à l'autre bout de la planète, écrit, de le retraiter, etc. Voilà les avantages, par exemple, de la messagerie électronique. Alors que les risques, ils sont difficiles à évaluer, ils sont incertains, ils sont opaques et ils sont souvent différés dans le temps. C'est après qu'on va se dire, ah ben, zut, il y a quand même maintenant on a un sacré problème sur les bras, mais c'est un peu irréversible, on ne peut pas forcément faire machine arrière. Alors il y a d'autres approches qui font le même calcul, on parle de privacy en anglais, moi je travaille essentiellement, la littérature scientifique elle est dominée par l'anglais, et il parle de privacy calculus, le calcul en fait sur notre vie privée. Le privacy calculus, c'est l'idée qu'en fait, par rapport justement à la protection de sa vie privée, on ne fait pas attention. On donne beaucoup trop vite notre consentement. Pourquoi ? Parce qu'en général, on a quelque chose à acheter, il faut entrer sur une application numérique et on nous demande nos données personnelles. Et on ne fait pas attention, on les donne parce qu'on a en vue l'usage de cette application pour tout de suite quelque chose dont on tirera un bénéfice immédiat. Sauf que, ok, une fois qu'on a donné nos données personnelles, eh bien, on va nous envoyer des tas de messages, des tas de choses qui, en fait, nous intéressent pas, et on va se trouver pollué. Ça, je dirais, c'est un risque qui est pas grave, mais qui peut être, s'il est multiplié, finir par être gênant, consommer des tas de ressources, du point de vue écologique est très mauvais, etc., etc. On se dit, bon, il n'y a que moi qui le subis, donc c'est pas grave, et si tout le monde fait comme ça, c'est comme ça qu'on démultiplie notre empreinte carbone avec le numérique, et que donc on a un problème, on aggrave les problèmes, peut-être le réchauffement climatique, etc. Et donc, Heidegger nous dit, il faut se confronter à cet raisonnement qui conduit à notre aliénation et à la domination de notre rationalité par une fausse conscience de la technologie. Alors si on parle maintenant d'enfermement digital ou d'enfermement numérique lui-même, on peut dire qu'il définit l'enfermement technologique, il ne parlait pas du numérique à l'époque, comme notre comportement frénétique et non critique consistant à transformer le monde et les êtres humains en un fonds disponible, un dépôt d'actifs à des fins d'exploitation. Alors ce fonds disponible, dépôt d'actifs, c'est difficile à traduire, c'est le standing reserve en anglais, et qui a fait couler beaucoup d'encre pour savoir comment on peut le définir. Mais il a une image qui est très, pour moi, parlante dans son discours sur la technologie. Il dit c'est un petit peu comme le Rhin pour les Allemands. Le Rhin, le fleuve, le Rhin est magnifique. Il y a des tas de contes sur le Rhin et d'écrits littéraires sur le Rhin. Donc c'est un fleuve, c'est majestueux. Mais qu'est-ce que c'est pour l'homme moderne, pour l'ingénieur moderne ? En fait, c'est un outil qui va nous permettre d'exploiter une puissance et de développer une puissance électrique, et on va construire un barrage. C'est un élément dont on va s'emparer, on va l'arraisonner pour construire un barrage, et on voit le fleuve comme en fait une source de puissance énergétique. Et donc, bon, ok, si on le fait pour la nature, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la même chose pour les gens. On les voit comme en fait une source inépuisable d'ailleurs, tant qu'ils sont en vie, de génération de données numériques qu'on va pouvoir exploiter pour les revendre à d'autres et augmenter nos profits. Donc, vous voyez bien qu'on peut généraliser un petit peu cette posture qu'a Heidegger, ce philosophe Heidegger. On peut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On obtient, on transforme, on sécurise, on dirige ce fonds d'actifs par des pratiques d'acquisition, de surveillance et d'archivage des données que les capitalistes de données transforment en actifs pour eux. Donc eux, ça va leur servir. Je vais passer sur l'autre point, mais il nous parle beaucoup, Heidegger, à la fin, que face au précipice, l'humanité peut sombrer, mais aussi peut avoir un sursaut. Et donc, justement, c'est quand on voit tout d'un coup que c'est catastrophique ce qu'on est en train de faire, qu'on va peut-être se réveiller et qu'on va prendre une autre direction qui sera une bonne direction.
Alors, il y a aussi les marchandages faustiens. Alors Faust, vous savez, dans le Faust de Marlowe et de Goethe, c'est un brillant universitaire. Un brillant universitaire qui en a marre de la rigueur scientifique, en fait, et il a envie de quelque chose de plus ludique, et il veut, en fait, avoir des pouvoirs magiques, les pouvoirs magiques, en fait, que possède le diable, et avec lequel il va discuter par l'intermédiaire de Méphistophélès, l'agent de Satan, qui pourrait lui donner des pouvoirs magiques. Et quelque part, on pourrait se dire que qu'est-ce que font les grands du numérique? Ils vous montrent que avec le commerce électronique, on peut acheter n'importe quoi qui vient du bout du monde et demain ça sera livré à notre porte, on n'aura même pas à se déplacer. On peut donc faire des tas de choses avec la technologie et on démultiplie son pouvoir. C'est un petit peu ce que cette fable nous dit, mais en même temps, si on peut avoir le monde au bout des doigts, communiquer avec n'importe qui, acheter n'importe quoi de n'importe où grâce à nos appareils numériques, le compromis qu'on fait quand on commence à faire ça n'est pas souvent dénué de tout risque. Parce que dans la fable, ce qui se passe, c'est que Faust, donc imagine qu'il va avoir tous les pouvoirs que le diable possède, pour étonner ses amis, faire de la magie, il est prêt à prendre de grands risques. Alors il y a dans la fable, il y a un agent, il y a un ange, il y a l'ange mauvais, et puis il y a l'ange blanc qui lui dit non mais fais attention, c'est très dangereux ce que tu es en train de faire, etc. Non mais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et donc comme nous un petit peu, on se dit oui on a entendu parler de tel risque, oui mais j'ai envie de tel objet, j'ai envie de tel service, et hop je signe et j'y vais, tant pis, on verra bien. Et hop, voilà. Sauf que dans la fable, Faust, finalement, il écarte ses doutes. Et là, il y a des doutes à un moment, puisqu'il y a toujours cet ange qui lui dit, le bon ange qui lui dit sur son épaule, mais non, ne fais pas ça. Et finalement, il dit, non, je le veux. Maintenant, tu convoques Satan et on va signer. Et il signe, sauf que il lui dit, mais il va falloir que tu signes de ton sang. Et tu t'engages pour plusieurs années. Donc, c'est un contrat. Et en fait, une fois qu'il a signé, de quoi s'aperçoit-il? En fait, il a donné son âme au diable pour des tas d'années, et il est damné en fait pour et le pire, c'est qu'il constate que finalement, les pouvoirs qui lui sont donnés, ils sont pas du tout si magiques que ça. Il s'est fait complètement berner. Et donc, on est souvent dans cette un petit peu dans cette. C'est intéressant de mobiliser cette fable pour réaliser en fait qu'on fait l'objet de manipulation, tout simplement de manipulation lorsqu'on négocie avec le diable, bien sûr, mais quand on négocie avec ces grands du numérique. Donc il y a cette extension, alors chez les théoriciens de la pensée d'Heidegger par Marcuse, au dilemme des valeurs sociales auxquelles on est confronté dans le cadre de la numérisation de la société. Est-ce que, ok, j'aimerais bien avoir tel service parce que pour moi c'est bien de commander tel truc très loin, mais ok, ça va être mauvais pour la planète, mais bon, finalement, allez, c'est pas grave, d'autres régleront le problème. Vous voyez, on raisonne un petit peu souvent comme ça. Alors, voyez, donc une fois que j'essaye de vous avoir donné quelques pistes, j'ai montré que l'idéologie de la technologie pouvait entraîner un habitus digital qui se traduisait par une forme de rationalité technologique, et que tout ça soutenait une espèce de fausse conscience de la technologie qui pouvait aller jusqu'à finalement certains finissent par se persuader que leur identité véritable, c'est leur identité numérique, et c'est celle qu'ils cherchent à travailler pour paraître plus beau, pour avoir des amis, pour pouvoir même séduire certaines personnes chez les jeunes, voilà. Et donc on est dans ce genre de... Et quand je mets une boucle jaune, c'est qu'il y a une boucle de renforcement, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on renforce du coup l'idéologie, qui renforce nos habitus, qui renforce notre rationalité technologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pense comme homo digitalis, c'est-à-dire qu'en fait,
on n'est plus nous-mêmes avec toute notre humanité, on est ce que nous sommes, on croit que nous sommes, que notre identité est pour le mieux représentée par notre identité numérique. C'est-à-dire ce qu'il y a sur tel ou tel réseau numérique. Par exemple, j'utilise beaucoup Facebook, ben moi, c'est moi sur Facebook. Voilà. Et je suis le Franz Digitalis sur Facebook. Ben, à partir du moment où on croit ça, on est évidemment victime de l'innovation sans relâche des pratiques de big data qui vont nous mettre l'homo digitalis correspondant dans un régime d'exploitation. Bah, très bien, puisque tu penses que tu es là, on va t'envoyer des tas de messages sur ton réseau préféré et tu vas devoir, du coup, répondre sans cesse, tu vas être sans cesse sollicité, tu vas rentrer dans ce jeu et tu es exploité parce que ta vie, elle devient ce jeu et elle est exploitée économiquement, tu es tout à fait rentable pour le fournisseur de technologie qui est en face. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait par exemple des gens qui deviennent complètement addicts, complètement, comment on dit addict en français, addict, vous m'avez compris. Et donc de plus en plus, évidemment, on va laisser de plus en plus de traces de tous ces comportements sur le réseau, et ça renforce le fait qu'on croit à son identité digitale, son identité numérique. On est enfermé dans le numérique, complètement. Donc là, c'est plus juste un enfermement, vous voyez, cognitif. Cet enfermement cognitif, il se traduit par un enfermement dans les pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, je suis scotché à mon ordinateur et toute la journée, je réponds, ou à mon téléphone. C'est pour ça que les gens, avant, dans le bus, on discutait. Quand j'étais jeune, maintenant, dans le bus, on fait ça, et puis on fait ça, et voilà. Et puis tout d'un coup, on pique un cri parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on a une information qui nous convient pas. Et puis c'est ça, alors là, il y a des points, des flèches qui sont rouges, elles sont rouges quand l'effet est négatif. C'est-à-dire que ces régimes d'exploitation, les contrats coercitifs qu'on signe sur Internet et les effets négatifs de réseau de données, en fait, amoindrissent, ou conduisent à un affaiblissement considérable de nos droits sur nos données individuelles. En fait, on a donné à d'autres nos droits sur nos données. Et à partir du moment où on a donné ces droits sur des données, on est de plus en plus manipulé. On fait l'objet de tas d'arnaques. Enfin, on a la cible d'arnaques. Et on reçoit plein de fausses promesses qui, à leur tour, font l'objet de contrats coercitifs, etc. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on est dans des marchandages, on est enfermé aussi dans des marchandages faustiens. Donc, vous voyez, j'ai dépeint un monde un petit peu dystopique. On écrit dans nos articles comment, en fait, tout ça se tient et comment, en fait, ce sont des effets systémiques. Et en fait, souvent, nous, on est informé, donc on se dit « je suis bien informé », et en fait, on comprend certains aspects. On a vu un aspect, mais on ne voit pas comment tous ces aspects se tiennent. Donc, ce qu'on a voulu, là, c'est avoir une espèce de schéma d'analyse systémique causale qui montre comment, en fait, on reste coincé dans ces boucles et qu'on a du mal à en sortir. Or, on fait comme s'il n'y avait plus que le numérique qui comptait. Donc, vous imaginez, des tas de décisions erronées et d'injustices peuvent être commises à partir de cette réduction de l'homme et des humains à leur comportement numérique. Et c'est ça peut-être qu'il faut retenir. Du coup, on est dans une fausse conscience, mais ça serait long d'y revenir, une fausse conscience du numérique qui dépasse le côté c'est un peu biaisé. En fait, le problème de la fausse conscience, c'est qu'on croit aussi à ces représentations. Et donc, on y participe. Donc, il faut arriver à prendre de la distance avec tout ça pour refuser cette société complètement déshumanisante lorsqu'elle va aussi loin. Mais c'est difficile parce que tout ça est en train de se construire et notre appareil juridique qui, par exemple, en Europe est beaucoup plus prudent et heureusement nous protège un peu par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine, par exemple, bien, tarde à prendre les mesures qui freineraient de façon significative cette espèce de course en avant qui est voulue par les géants du numérique parce que ça leur donne du pouvoir et ça leur donne du profit. Et le pouvoir, c'est aussi tout le pouvoir qu'ils ont dans les relations avec les gouvernements. Je m'arrêterai là
Peut-être pour prendre quelques questions, s'il y en a. Merci.